mal moto, tu n'as pas d'assistance, c'est-à-dire que tu n'as pas de mécanicien, d'équipe qui s'occupe de ta moto, c'est toi le soir qui t'en occupe, c'est ça? Ouais, en fait on est en autonomie, on est tout seul avec notre moto, notre mal que l'organisation nous emmène tous les jours et tout le staff qui est autour et nos outils et on travaille sur notre moto nous-mêmes. C'est pour ça que ça s'appelle mal moto, c'est qu'en fait vous Voilà, avez tout doit tenir dans une malle. L'organe vous assure de la transporter d'étape en étape, et il y a les outils, les pièces. Et ouais, après on a une paire de roues qui est transportée, notre tente et voilà quoi. D'accord, alors je sais qu'il y a cette année vous étiez une quarantaine, je crois que c'est un record, hein, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant. Ouais, la catégorie reprend vraiment de l'envergure et ça redonne vraiment, voilà, je pense que ça relance vraiment la catégorie. C'est depuis 3 ans que Motul fait une opération pour encadrer, aider un peu les malmotos. La catégorie porte leur nom, c'est Original by Motul. Qu'est-ce qu'ils apportent en plus? Eux, ils apportent quand même pas mal donc pour tous ceux qui n'ont pas de soutien matériel, pour tout ce qui est lubrifiant, tout ça, donc eux, ils emmènent déjà tout. Et ils donnent en plus un tapis, ceux qui fournissent la tente, la béquille, et en plus leur connaissance qui nous mettent à disposition sur l'analyse de l'huile et tout ça. Donc c'est vrai que c'était relativement intéressant. Moi qui n'utilise pas leurs produits, mais ils analysaient quand même pour me dire tiens, tu as un peu d'eau dans ton huile. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et c'est vrai qu'en plus de ça, ils nous emmènent toute une logistique autour qui est quand même relativement intéressante pour quelqu'un qui est sans assistance, mais ça s'embourgeoise un petit peu la catégorie quand même. Oui et non, parce que en fait, on nous installe tout, on nous installe les tapis, on nous installe notre malle, tout ça, donc nous, ça nous gagne un petit peu de temps et c'est quand même plutôt cool. Mais après, on reste quand même à l'ancienne avec notre malle et c'est à nous de faire notre tente et de se débrouiller quand même. Ok. Toi, je crois qu'il vous montre la tente quand même, c'est ça? Non, on le fait nous quand même. Ah, ok. Il y a de la lumière, il y a de l'air, c'est ça, ils ont un camion. Ouais. Okay. Ils ont un camion avec les outils de base aussi, enfin les outils pour tout le monde. Mais bon, il faut emmener ces outils parce que tu peux pas compter sur les leurs. Attendre la clé de 13 qui est chez le copain. Ce qui se passe si tu as vraiment une grosse casse, dans ta malle, tu as vraiment, comme tu dis, les consommables. Si tu casses un silencieux d'échappement, comme tu dis, c'est quoi? Quelle solution tu as? Eh ben, la solution, c'est d'avoir un accès chez KTM, par exemple, qui fournit des pièces. Donc, on achète l'accès et ensuite, on peut aller se servir comme dans un magasin chez eux. Après, on peut s'arranger aussi avec une équipe où chacun voit les choses à sa façon. Il y a des équipes des marques comme Yamaha, par exemple, qui ne font pas. Donc là, ils vont trouver quelqu'un qui va leur emmener des pièces. Voilà, chacun s'arrange un peu comme il veut. Et on a le droit, pour le moment du moins, d'aller se servir dans un camion du moment que la moto elle est contrôlée et qu'on peut vérifier que ce soit nous-mêmes qui faisions le travail. Il y a des juges qui sont là pour parce que c'est ça le règlement de Malmoto, c'est que vous n'avez pas le droit de vous faire aider. Exactement. C'est à toi seul d'entretenir ta moto, c'est ça? On a le droit de se faire aider par nos collègues. Ok, parler entre concurrents, entre vous. Et ça, c'est vraiment contrôlé? Ouais, ça l'est, carrément. Mais est-ce que entre vous, entre toi et j'ai oublié son prénom, qui se battait, Flo Bessade, ou le Romain là qui a gagné. Gignac. Ouais, mais vous surveillez, il y a c'est un peu comme avec les pros, il y en a qui portent réclamation. Ça pourrait, mais en fait personne ne le fait parce que tout le monde joue le jeu. On sait que après s'il y a quelqu'un qui est en galère ou qui fait n'importe quoi, forcément on va voir que le mec il est en train de nous la faire à l'envers et on va pas être c'est pas nous qui allons faire les juges, mais il y en a qui vont forcément le voir et aller. D'accord. Toi, ta moto, donc tu en as parlé tout à l'heure, tu l'avais mis hors budget. C'était quoi ta moto? C'est une moto neuve, une moto d'occasion? Alors en fait, ma moto, elle a une histoire, c'est que je l'ai montée dans les ateliers de l'usine en 2017 pour préparer mon Dakar 2018. Donc j'ai eu la chance d'avoir un bon coup de main de KT pour mon premier Dakar. Donc c'est mes collègues. À l'époque, tu travaillais pour eux, tu étais prestataire. Oui, enfin je travaillais pour eux, mais j'étais plus dans le team de rallye. Mais par contre, je leur ai parlé de faire le Dakar. Ils t'ont ouvert les portes de l'atelier. Ouais. Okay. Et là, c'était trop cool, quoi. C'était un peu comme un gamin qui monte ses Lego, tu sais. Et ouais, je peux mettre quoi comme et suspension, tu crois que. Et puis là, je me retrouve avec une paire de suspension d'usine 52.
C'était top. Ouais. Et donc tu as la moto, la KTM, ancienne génération. Ouais, l'ancienne génération. D'accord, la dernière. Donc eux, ils avaient lancé cette année. Changeait. Voilà. Donc moi, j'ai monté une bonne moto. Donc voilà, la moto était montée plus d'oignon, était pimpante. Donc je fais mon Dakar, je casse. Après, KTM me propose de me vendre cette moto à un bon tarif. J'ai dit ok. Là, de toute façon, je repartirai l'année prochaine, donc autant que je reparte avec, j'aurai des pièces. C'est une moto qui a fait combien de Dakar déjà? Et ben là, c'est le troisième. Mais la moto, elle était, quand je l'ai récupérée la deuxième fois, elle était neuve, à nouveau. D'accord. Et ils me l'avaient toute refaite dans les ateliers. Donc moi, j'ai récupéré encore une moto neuve. Et que j'ai gardée ensuite après le Dakar 2019. Là, la moto, tu la reçois, elle vient d'arriver, elle arrive quoi, 15 jours après l'arrivée? Ouais, un petit peu plus. Ouais. Tu la récupères, qu'est-ce que tu fais sur la moto? Et ben là, je vais recommencer pareil, on va la foutre. Bon, tu l'as mis à nu, mais c'est quoi, moteur, tu fais quoi? Alors moteur, on va avoir, j'ai deux moteurs en fait, donc il y en a un qui a pas roulé, enfin que j'ai remonté, qui a une petite sortie. Et celui-ci, il a 12 jours de course, enfin 11 jours de course. Donc il est encore nickel pour faire au moins un Dakar s'il faut. Et c'est que des bonnes pièces dedans. Donc il n'y a pas de risque là-dessus. J'ai les grosses suspensions, j'ai tout. Donc je vais juste refaire un gros check-up de la moto, remettre tout à neuf et je vais voir si je la revends, si je refais un autre rallye avec ou on verra. Quel conseil tu te donnerais pour préparer un Dakar? On sait qu'il faut, pour que le dossier qu'on dépose, je crois, on a les réponses en juin, on les pose en juin. On les pose en mai. On les pose en mai. L'ouverture des dossiers, c'est autour du 15 mai, il me semble, de mémoire. Pour qu'il soit acceptable, il y a une condition, c'est d'avoir déjà un c'est d'avoir une expérience, en fait, que ce soit le Merzouga Rally ou un rallye de championnat du monde terminé, de manière à valider son entrée. Ensuite, voilà, le dossier, il y a tout un tas de questions à remplir, un dossier à remplir. Tu le disais, toi, dans le sujet, tu avais choisi à l'époque le rallye de Sardaigne qui fait partie du championnat du monde parce que c'était un rallye qui était en Europe, pas cher, court. Ouais. Aujourd'hui, il ne fait plus partie du championnat du monde. Il y a le Merzouga Rally qui appartient à Esso, ouais. qui est décalé en mai, la fin mai, qui devient ce qu'ils appellent l'académie. C'est plus vraiment une course, ce sont des étapes avec un temps imparti, mais si tu les finis dans ce temps imparti, ça te valide pour présenter ton dossier. Pour toi, je pense que c'est la meilleure solution. C'est ce que tu feras aujourd'hui ou pas? Je pense que oui, financièrement parlant, c'est intéressant. Aussi, ça permet de pas avoir la pression de la grosse course. La pression sur tous les points de vue, financière ou même la pression de course. Et en même temps, on bénéficie de conseils précieux de personnes d'expérience. Parce que j'ai cru comprendre qu'il allait y avoir des coachs sur place pour guider les futurs concurrents à partir sur un Dakar frais, quoi. Si tu devais refaire ça, je ne veux pas te forcer à le dire, mais tu passerais par la case Merzouga. Oui, après, j'essaierai de faire autre chose quand même. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. C'est moi, ce qui m'a pas mal aidé aussi, c'est quand je vivais aux Émirats, j'ai participé à beaucoup de courses de Baja. C'est des Baja, c'est des courses de 2 heures dans le sable des Émirats. Et en fait, il y avait à l'époque des mecs comme Sam qui roulaient là-bas, Sam Sunderland, et quelques bons pilotes aussi là-bas. En fait, ça m'a donné un bon rythme. Au fur et à mesure, j'ai progressé. Ça a pris le rythme. Et en fait, ça m'a appris à devenir pas trop mauvais dans les dunes et avoir une bonne technique dans le sable. Mais ce serait quoi pour toi le conseil? Quelqu'un qui est en France, qui fait de l'enduro, qui va faire le Merzouga, à faire l'enduro. Ouais. Surtout là, avec un Dakar qu'on a eu, avec les pierres qu'il y avait, je pense que l'enduro c'est important. Moi, ça me manquait un peu. Bien se préparer physiquement. Moi personnellement, c'est 6 mois spécifiques de préparation. Donc je me fais aider. Et on n'est pas obligé d'en faire autant, mais
faut quand même bien travailler Et là-dessus. continue de préparation, c'est quoi? C'est pas juste pédaler à sa deux. Dis-moi un petit peu, tu fais quoi? Ouais, pendant c'est 6 mois, assez. En gros, c'est entre 5 et 6 séances par semaine, et entre 8 et 15 heures de sport par semaine. C'est de la renfo musculaire, c'est du vélo, c'est de la proprioception. Ça, c'est quoi? La proprio, c'est tout ce qui est tu vois, avec les ballons, équilibre mental. C'est pour la vue, pour la C'est concentration, tout, le réflexe, c'est quoi? même son corps en fait. Ouais, ça, c'est du gainage. Voilà. Tout lié avec du gainage entre autres. Et un peu de moto aussi, quoi. Une fois par semaine, un peu de moto. Et voilà. Mais tout ça avec des étapes différentes, avec des intensités différentes. En fait, le but, c'est quoi? C'est d'arriver au mois de janvier en forme. Adrien nous parle du froid le matin en liaison. On s'en souvient parlé, dans des Dakar en Amérique latine, la pluie, le froid. Ouais. Là, moi, j'ai pas le sentiment qu'on l'ait beaucoup vu. On s'est gelé. Ouais. Ouais. Raconte-nous, parce que personne, je crois, non, c'est vrai Adrien nous l'a raconté. qu'on n'en a pas parlé. Mais Parce qu'on voit souvent des images comme ça du désert avec du soleil, on est persuadé qu'il fait chaud. Ouais, bah moi j'ai pas vu les images dans le désert à 5h du matin, mais les photographes qui étaient déjà sur place, qui ont campé là-bas, ils voyaient le givre sur les dunes, quoi. Donc les photos qu'ils ont faites, c'est magnifique, quoi. Mais ça montre qu'il fait vraiment froid. Et nous, moi je vais sortir mon exemple. Le soir, quand j'allais me coucher avec mes sous-vêtements du lendemain matin, pour qu'il soit pas froid en fait. Et par contre, quand tu t'habilles et que tu sors de la tente, C'est la surprise un peu de ce Dakar, vous ferez plus l'avoir l'année prochaine. ouais, on prépare les choses différemment. Mais j'étais quand même équipé pour les sections sur la route et tout, avec des gros couvre-mains, tout ça, mais malgré tout, il faisait pas chaud. Et il y en a qui n'étaient pas du tout préparés. Pas bon. Il y a eu d'autres surprises comme ça ou pas? Ah, c'était la plus grosse, je pense, au niveau de la préparation qu'on n'avait pas spécialement. On savait qu'il allait faire froid à l'étape 2 3 autour de Neom, parce qu'on montait un peu en altitude, mais moi je m'étais dit, j'avais un maillot de corps électrique donc qui chauffe avec des résistances dans le dos. Je me dis, j'utiliserai à l'étape 2 et 3. Et en fait, j'utilisais tous les jours. Je l'ai pu quitter, comme je rechargeais les batteries tous les jours. Et on n'arrêtait pas. Et au niveau du terrain, des spéciales, du parcours, il y avait des difficultés, un type de terrain qui était encore pas connu jusque-là sur les Dakar ou pas? C'est un grand mix et une variété de terrain, pas autant de pierriers, quoi. Enfin, vraiment, j'avais l'impression qu'on roulait vraiment dans des pierriers, enfin, des kilomètres. Ça, on l'a vu à la télé, on s'en souvient. Ouais. J'ai trouvé ça épuisant. J'imagine que tu sais que le soir tu fais ta mécanique, donc tu vas prendre beaucoup plus soin de la machine. Bon, déjà en temps normal, je vais pas fracasser la moto parce que ça me fait mal au cœur. Mais non, en plus, ouais, on pense le soir, voilà, on sait qu'on a du job sur la moto, donc si on en casse des bouts, forcément, on a du boulot. Et plus on a de boulot, plus on se couche tard et plus on accumule de la fatigue. Et voilà, donc c'est là où la gestion de course en prend. Quand tu dis on se couche tard, c'est quoi une soirée type? Toi, tu arrives vers quelle heure? Alors moi, en moyenne, j'arrivais entre 15 et 16 heures l'après-midi. En étant parti à quelle heure le matin? Autour de 4-5 heures. 4-5 heures départ de liaison spéciale. Ouais, de liaison, parce que la spéciale peut relever du jour. Donc en général autour de 7h, 7h30 du matin. Donc tu te réveilles à quelle heure tous les jours pour être entre 3h30 et 5h, suivant les étapes, quoi. Ok. Mais en général, 1h30 avant le départ du jour. C'est plus ou moins le timing. Donc, et tu arrives entre 3 et 4 heures le soir, donc 12 heures après ton réveil, tu arrives, c'est ça? Voilà. Okay. Donc là, chacun a sa stratégie. Moi, j'opte pour me déshabiller, aller manger et ensuite travailler sur la moto. Il y en a qui vont tout de suite travailler sur la moto. Moi, je préfère pas perdre du temps et pas perdre un repas surtout, parce qu'un repas, c'est de l'énergie, c'est des calories que tu reprends et des forces. T'attaques à quelle heure en général le travail sur la moto? Autour de 5 heures. D'accord. Ouais, okay. À peine, 4h30, 5 heures. 4h30, 5 heures, jusqu'à quelle heure? Jusqu'à autour de 7h, 7h30.
En général, j'essaie d'aller C'est manger. quasiment 3 heures de boulot sur la moto? Ouais, en général, c'est un peu moins, mais tu vois, après, tu attaques à faire tes fringues, un coup de soufflette, tout ça, tu prépares tes affaires. En fait, il y avait le briefing à 20h. Donc moi, mon but, c'était d'arriver au briefing en ayant tout fait. Comme ça, j'avais le briefing et je pouvais aller me coucher direct. Okay. Tu as réussi ça à chaque fois? Pas tous les coups. Pas tous les coups, non, il y a eu des journées un peu plus compliquées que d'autres. Tu parlais de ta chute au 2e jour. Il y a beaucoup de Français qui ont chuté. Ça va assez vite de dire que ce Dakar était dangereux. C'était le cas ou pas? Toi, tu as fait le précédent, tu n'as pas connu l'Afrique, hein, tu as connu l'Amérique latine. J'ai pas connu l'Afrique, ouais. Je l'ai trouvé piégeux en fait sur pas mal de points. Moi, je suis pas un fan du caillou. J'ai été servi en début de rallye avec énormément de pierres. J'ai trouvé. Il y en a qui ont aimé, moi pas. Après, la deuxième partie, c'était beaucoup plus rapide, mais avec des parties piégeuses aussi. Avec beaucoup de hors-piste, non, du hors-piste et de la dune cassée, mais sur des plateaux très rapides. Et du coup, il y en a pas mal qui se sont fait surprendre, à louper des drops en fait, et à se faire mal parce qu'ils ont atterri en bas, donc le bassin, les jambes, les bras. Donc voilà, c'était quand même piégeux. Plus dangereux que les autres années, peut-être un peu, mais chacun est maître quand même de ce qu'il fait, donc on doit être capable d'adapter sa vitesse au danger, je pense. Tu as découvert je pense le roadbook en couleur, remis le matin, c'était une nouveauté. Toi, tu as apprécié, tu as trouvé ça bien? Ouais, bon, carrément. Tu peux nous l'expliquer un petit peu cette nouveauté? Ouais, donc avant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait un rouleau de papier en noir et blanc avec toutes les infos kilométriques, les petits dessins, tout ça. Et en fait, on avait entre 1 et 3 heures de travail pour faire les modifications, mettre en couleur que ça soit plus visible. Alors, quand tu parles des modifications, c'est qu'il y a une voiture ouvreuse qui passe avant vous quelques jours, 48 heures avant, ou un peu plus, et qui dit voilà, cette saignée qui était danger 2, elle a été creusée par une pluie, elle est danger 3, donc ça on vous donne, c'est à vous de rajouter ça, voilà, ça, de recoller des petits bouts parfois. Voilà, oui, il y a des travaux, enfin peu importe, n'importe quelle modification sur le tracé original. Et donc ça représente déjà ça, du travail. Ça, c'est ce qu'on voit souvent, mettre des stabilos sur les dangers. Et du coup, ça, c'est vrai que d'avoir le roadbook le matin, c'était génial parce qu'en fait, il nous donne 25 minutes avant le départ. Alors, ce roadbook, je précise, il était donc en couleur déjà avec des codes. Chacun avait un peu ses codes de couleur avant, mais là, ils sont adaptés dessus. Parce qu'ils se sont juste mis d'accord plus ou moins avec les top pilotes et pour reprendre leur code, faire un truc qui soit homogène et que tout le monde comprenne. Et avec les modifs inclus. Ça, c'est un gros boulot derrière d'impression. Ça, c'est quand on l'avait le matin. Parce qu'on a eu ces roadbooks un jour sur deux, plus ou moins le matin, et les autres jours, on les avait le soir. Comme avant. Mais il était déjà coloré. On n'avait que les modifs à faire. D'accord. Et je pense que c'était une réussite de les avoir le matin. Et à la demande générale, je pense que l'année prochaine, il y a de grandes chances qu'on les ait tous le matin. Et ce serait tant mieux. Parce que ça, tu nous parlais tout à l'heure de ton emploi du temps. À quel moment tu fais ce roadbook là? Quand t'as 20h, t'as fini ton briefing, c'est après 20h? Eh ben justement, c'est ça. C'est que donc ça empiète sur ton sommeil. Ouais. Ça empiétait. Clairement. Donc en fait, si j'ai une heure et demie de travail sur le roadbook, forcément, tu finis de manger, il est 8h, 8h30 après le briefing, jusqu'à 9h30, 10h, tu es en train de faire ton roadbook, et après tu vas te coucher, t'es claqué. Malheureusement, cette année, il n'y a pas eu que des moments joyeux avec la disparition de 2 pilotes moto, et dont un qui était en mal moto. Dont un qui était en mal moto, suite à ses blessures. Donc ça, malheureusement, c'est quelque chose qui reste là. Mais bon, je vais garder la beauté du sport quand même. Il y a eu des belles bagarres dans toutes les catégories. Moi, personnellement, je me suis fait plaisir en deuxième semaine, malgré ce qu'on a pu avoir sur le rallye. Je me suis libéré, j'ai refait confiance en moi et je me suis fait plaisir, surtout en deuxième partie de rallye.
Et voilà, le podium du Dakar, enfin, c'est un peu un rêve de gosse de monter là-dessus. Et c'était pas seulement pour accompagner les pilotes leaders, c'était moi qui étais sur le podium, donc c'était quand même cool. Dédicace à Seb qui est arrivé au premier du mois, qui dit c'est un Corse, un copain Corse, et il n'avait pas fait de vidange sur sa moto, il savait pas comment on faisait. On lui a montré comment faire, et c'est vrai que ça fait partie des bons souvenirs, des bonnes rigolades. Il y avait vraiment une super ambiance avec les différents copains français et étrangers, mais avec Flo, Romain, Arnold et Seb aussi. Et vous étiez combien de Français en mal moto? Je sais pas, on était bien une dizaine. Ouais, une petite dizaine peut-être. Ok. Et non, mais c'était vraiment une bonne ambiance. Et c'était comme une grande famille avec tous leurs gars aussi qui étaient autour de ça, qui étaient vraiment au top avec nous, qui nous organisaient tout. On avait les masseurs aussi juste à côté de nous, les kinés qui étaient là. Ça, c'est le kiné de l'orga, c'est ça? Kiné de l'orga, ouais. Donc on avait une tente juste pour nous. Ah, pour les mal motos? Pour les mal motos, ok. Donc ça, c'était quand même génial. Donc voilà, non, c'était des bons souvenirs en général.